La fille de mon frère a dit qu'elle se croyait spéciale, parce qu'elle est riche et sans enfant. Ma mère a ri jusqu'aux larmes. Moi, non. Je me suis simplement levé, j'ai embrassé ma grand-mère pour lui dire au revoir, et je suis parti. Le lendemain matin, chaque compte d'épargne-études que j'alimentais était à 0. Je m'appelle Winter. Je suis de San Diego, et je gagne plus d'argent en un trimestre que la plupart des membres de ma famille en 5 ans. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis parce que je sais exactement comment ils me voient. Pas comme quelqu'un de généreux. Pas comme celle qui a renfloué mon frère pendant son divorce. Ou celle qui a payé 3 semestres de frais de scolarité pour la fille de ma cousine, quand l'aide financière n'est pas arrivée. Ni même comme celle qui paie discrètement les impôts fonciers de la maison de ma mère chaque année. Non, ils me voient comme celle qui se croit meilleure qu'eux, parce que je n'ai pas d'enfant. Parce que je vis dans un gratte-ciel vitré avec vue sur la baie. Parce que je ne leur demande jamais rien. Ils ne me le disent pas en face. Pas d'habitude. Mais ils le pensent. Et samedi dernier, l'un d'eux l'a finalement dit à voix haute. C'était le 90e anniversaire de ma grand-mère. Toute la famille était entassée dans son jardin à Sacramento. Des tables recouvertes de nappes en plastique. Des enfants qui se faufilaient entre les jambes, avec du gâteau sur le visage. L'enceinte Bluetooth de quelqu'un jouait une playlist qui n'avait pas été mise à jour depuis 2012. J'ai pris l'avion ce matin-là, directement après une réunion de présentation à Los Angeles. Première classe, j'ai dormi tout le vol. Personne ne m'a posé de questions à ce sujet. J'étais là depuis peut-être 1 heure, j'avais fait la conversation, embrassé les gens, et complimenté la salade de choux. J'étais assise près du bout de la table, sirotant une limonade, quand Madison, la fille de mon frère, s'est approchée et a lâché sa bombe. Elle se croit spéciale, parce qu'elle est sans enfant et riche. Juste comme ça. Sans préambule, sans contexte. Elle l'a dit à personne en particulier, mais assez fort pour que tout le monde entende. Et puis elle a souri, comme si elle venait de sortir la réplique du jour. Ma mère, assise en face de moi, s'est mise à rire si fort qu'elle a dû couvrir sa bouche avec une serviette. Quelques autres se sont joints à elle. J'ai regardé autour de moi. Pas une seule personne ne semblait mal à l'aise. Pas une seule personne n'a dit, c'était peut-être déplacé. Alors, je me suis levé. Sans un mot. Je me suis dirigé vers ma grand-mère, je lui ai embrassé la joue, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire, et je suis parti. Pas de scène, pas de départ en trombe, juste. C'était fini. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis connecté au compte d'épargne-études. Je les avais créés il y a des années, 5 au total, un pour Madison, sa jeune sœur, 2 autres nièces, et le fils de mon cousin. Chaque mois, de l'argent y était versé automatiquement, discrètement. Sans fanfare. Ils étaient tous en bonne voie pour atteindre 6 chiffres au moment où les enfants obtiendraient leur diplôme. À 7h42, chaque compte était vide. À 8h05, j'ai eu mon premier appel manqué. Mon frère, puis mon cousin, puis ma mère. Madison a envoyé un texto qui disait juste « Attends, quoi ?» suivi de 5 points d'interrogation. Je n'ai pas répondu. À la place, je l'ai bloqué. Puis je suis allé me promener, j'ai pris un latte, et j'ai éteint mon téléphone. Personne n'avait jamais connu le silence de ma part. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point il pouvait être assourdissant. Le lundi, ma mère avait laissé 4 messages vocaux, chacun plus frénétique que le précédent. Je n'en ai écouté aucun. Je les ai regardés se transcrire sur mon écran, comme un accident de voiture au ralenti. Qu'est-il arrivé au compte d'épargne-études, Winter? Rappelle-moi. Est-ce que ça va? Tu es parti tôt de chez grand-mère, et maintenant l'argent a disparu. C'est à cause de la blague de Madison, n'est-ce pas? Ne sois pas ridicule. Tu ne peux pas juste punir les enfants, Winter. C'est bas, même pour toi. Même pour toi. Celle-là m'est restée. Comme si c'était moi qui avais rendu les choses personnelles. J'ai passé cet après-midi sur mon balcon, téléphone éteint, un verre de vin à la main. Il faisait frais et venteux à San Diego, et le chaos semblait lointain. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme le portefeuille familial sur pattes. Le mardi matin, les emails ont commencé. Mon cousin a été le premier. Objet, je veux juste parler.
Il a écrit un paragraphe sur à quel point ils étaient reconnaissants de mon aide au fil des ans, et comment son fils comptait sur cet argent pour l'université. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce que Madison avait dit, et que les enfants disent parfois des bêtises. Il a dit qu'il ne faisait que plaisanter. Puis est venu l'email de mon frère, plus long, plus défensif. Il a dit que Madison était une adolescente et que j'avais surréagi. Il m'a dit qu'il avait des difficultés financières, que Madison prévoyait d'aller à l'université d'État de l'Oregon l'automne prochain, et que maintenant tout était en suspens. Il a glissé une phrase sur le fait qu'il avait toujours su que je finirais par faire quelque chose comme ça. Je n'ai pas répondu. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ce soir-là, la femme de mon cousin a appelé. Pas un texto, pas un message vocal, un vrai appel. J'ai laissé sonner. Puis elle a envoyé un texto, « Salut, Winter. Je sais que tu es contrarié. Je le serai aussi. Je veux juste que tu saches que nous avons apprécié tout ce que tu as fait, même si nous ne l'avons pas toujours dit. Tu ne méritais pas ça. J'espère que tu finiras par revenir sur ta décision, mais si ce n'est pas le cas, je voulais quand même te dire merci. » C'était la première chose sincère que quelqu'un avait dite depuis la fête. Ce n'était pas de la supplication. Ce n'était pas de la culpabilisation. Ça sonnait comme de l'honnêteté. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas bloqué non plus. Le mercredi, ma grand-mère a appelé. Son message vocal était court. Winter, je t'aime. Celui-là, je l'ai gardé. Pendant ce temps, mon frère devenait de plus en plus désespéré. Il a envoyé des captures d'écran du portail universitaire de Madison. Il a listé les dates limites de paiement. Il a même demandé si nous pouvions avoir une conversation d'adultes. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à celle-là, parce que voilà le truc, jusqu'à présent, je n'étais pas en colère. J'en avais fini. C'est différent. Mais soudain, avec l'argent disparu, tout le monde s'est souvenu de qui j'étais. Pas seulement celle qui avait de l'argent, mais celle sur qui il comptait. Celle qui ne demandait jamais de remerciements. Celle qui venait en avion, souriait poliment, et ne faisait jamais de scène. Cette version de moi n'existait plus, et il commençait à peine à s'en rendre compte. Le jeudi, j'ai commencé à recevoir des messages qui n'étaient pas vraiment des excuses, juste des prétextes déguisés en excuses. C'est la manière de faire de la famille, ne jamais s'excuser sans y ajouter une pointe de reproche. Ma mère a finalement envoyé un texto, « Ton frère est au plus mal. » Madison pleure. Tu sais comment sont les adolescents. Tout ça n'est qu'un malentendu. Un malentendu. Comme si son rire n'avait pas été le plus fort. Comme si ce n'était qu'un commentaire anodin, et que j'avais, d'une manière ou d'une autre, mal interprété le fait de me faire moquer devant 3 générations. Puis elle a ajouté, « Ne laissons pas un commentaire gâcher des années de famille. » Je n'ai pas répondu. Ce que je voulais dire, c'était, des années de quoi? Des années où je me suis présenté, aidant discrètement, avalant chaque commentaire désobligeant comme si c'était un rituel familial. Au lieu de ça, je l'ai laissé mariner dans le silence. Cet après-midi-là, Madison m'a envoyé une note vocale. Elle ne l'a même pas écrite, elle s'est juste enregistrée en train de pleurer. Je n'ai pas appuyé sur Play. Je l'ai ensuite bloquée par email. Puis est arrivé quelque chose que je n'attendais pas. Mon oncle Gary a appelé. Nous n'avions jamais été proches. C'est le genre de type qui dit le bénédicité à table d'une main, tout en textant de l'autre. Il a laissé un message vocal, lui aussi. Il a dit qu'il avait entendu ce qui s'était passé, et qu'il n'avait jamais été à l'aise avec la façon dont la famille parlait de moi dans mon dos. Il a dit qu'il avait toujours dit à ses enfants que j'étais celle qu'ils devraient admirer, que j'avais fait les choses à ma manière, et que c'était peut-être ça qui les rendait si amers. Puis il a dit quelque chose qui m'a marqué, parfois, les gens n'apprécient un pont qu'une fois qu'ils l'ont brûlé. Il a raccroché après ça. Il ne m'a pas demandé de le rappeler. J'ai écouté ce message vocal 3 fois, non pas parce que je le croyais entièrement. Gary n'est pas vraiment connu pour sa droiture morale, mais parce que ça confirmait quelque chose que je ne m'étais pas totalement avoué. Ce n'était pas juste un commentaire de Madison. Ça couvait depuis des années. J'ai commencé à me souvenir de choses, comme quand j'ai payé la réparation du toit de ma mère, et qu'elle a dit à tout le monde que la banque l'avait aidée. Ou quand j'ai emmené Madison et sa sœur à Disneyland il y a 2 étés, et qu'elles ont dit à leurs amis que leur père leur avait fait la surprise. Ou la fois où mon cousin a eu besoin d'un avocat, que j'ai payé la provision, et qu'ils ont dit qu'ils s'étaient débrouillés.
Je n'étais pas seulement exclu, j'étais invisible. Mais maintenant, soudainement privé de leur filet de sécurité, j'étais la seule qu'ils pouvaient voir. Je pensais que le silence suffirait. Je me trompais. Le vendredi, la panique s'est transformée en stratégie, et ils ont commencé à essayer une nouvelle approche, faire semblant de se soucier de moi. Le vendredi soir, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé des fleurs à ma porte. Pas de mots, pas de signature, juste un bouquet chic et hors de prix qui criait l'argent de la culpabilité. Je ne l'ai même pas rentré, je l'ai laissé sur le sol du couloir et je suis passé par-dessus. Cette nuit-là, vers 22 heures, j'ai reçu une notification de Venmo. Mon frère m'a envoyé 50 €, avec la légende, pour un café. Désolé pour le week-end dernier. Je l'ai regardé un moment. C'était si bizarre que ça m'a fait rire. 50 € de la part de l'homme dont la fille m'a qualifié de distributeur automatique ambulant. Un homme que j'avais personnellement sorti de ses dettes quand il n'avait pas pu rembourser son prêt auto il y a 3 ans. Je l'ai refusé. 2 heures plus tard, j'ai reçu un message privé sur LinkedIn, d'une certaine Rachel Haynes. Je n'ai pas reconnu le nom au début, mais le message l'a trahi. Bonjour, Winter. Je suis la conseillère d'orientation de Madison. J'espérais que nous pourrions discuter. Elle est profondément bouleversée par tout ce qui s'est passé, et a mentionné que vous êtes un élément clé de ses projets universitaires. J'aimerais beaucoup avoir un moment de votre temps. Je suis resté là, relisant, essayant de comprendre ce que je voyais réellement. Ils avaient donné mon nom à sa conseillère d'orientation. Et pas seulement donné, Madison avait dit à cette femme que j'étais responsable de son éducation. Et maintenant, ils espéraient que j'expliquerais pourquoi j'avais soudainement disparu. Je n'ai pas répondu, mais j'ai cliqué sur le profil de Rachel. Sous l'éducation, j'ai vu UC Davis. Ça m'a fait sourire une seconde. J'avais fait un don à leur programme Femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques il y a 2 ans. Discrètement, bien sûr. Le lendemain matin, c'est devenu encore plus étrange. J'ai reçu un email d'une vieille amie de la famille, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, me demandant si tout allait bien. Elle a dit que ma mère lui avait dit que je traversais une période émotionnelle difficile et de me garder dans ses prières. Donc, maintenant, on me peignait comme instable. Et j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas seulement en panique. Ils essayaient de façonner l'histoire à leur avantage, avant que je ne puisse le faire. Ils pensaient que s'ils avaient l'air assez inquiets, s'ils disaient les bonnes choses aux bonnes personnes, ils pourraient présenter ça comme si j'avais une sorte de dépression. De cette façon, si le soutien familial se tarissait, ce ne serait pas de leur faute. Ce serait, pauvre Winter, si triste, si perdue, si émotive. Ils n'essayaient plus seulement de réparer les choses. Ils essayaient de contrôler le récit. C'est là que j'ai décidé de renverser la situation. Je n'ai pas bloqué mon frère. Je n'ai pas répondu non plus. J'ai laissé traîner. Puis j'ai publié quelque chose. Pas sur Facebook, où il s'y attendait, mais sur LinkedIn, où je savais qu'il n'irait jamais voir. Juste une courte mise à jour, heureuse de réorienter une partie de mes ressources vers de nouveaux projets de bourse pour les étudiants de première génération. Reconnaissante de l'opportunité de soutenir ceux qui valorisent vraiment l'éducation, la gratitude et le développement personnel. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un texto de la femme de mon cousin. Tu lances un fonds de bourse d'études? Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, j'ai fait un don de 20 000 € à un programme local qui aide les mères célibataires à retourner à l'école. J'ai envoyé un message avec le don, ceci étant l'honneur de chaque femme à qui on a dit qu'elle n'était pas assez, sans un mari ou un enfant. Utilisez-le bien. Maintenant, le silence n'était plus le mien. Il était le leur. La semaine suivante fut silencieuse, de la manière la plus satisfaisante qui soit. Pas de texto, pas d'appel, juste un silence radio d'une famille qui avait finalement épuisé toutes ses stratégies. Puis, sortie de nulle part, ma cousine Michelle s'est présentée à San Diego. Elle ne m'a pas dit qu'elle venait, elle a juste envoyé un texto disant « En ville ». On peut parler? Je l'ai ignoré. Elle a envoyé un autre texto 1 heure plus tard. Je suis en bas. Je ne suis pas là pour me battre. Je veux juste te voir. J'ai regardé par la fenêtre et elle était là, debout près du café d'en face, tenant son téléphone à 2 mains, comme si elle ne savait pas quoi en faire. J'ai presque ri. Michelle n'avait pas pris le temps de me rendre visite une seule fois en 5 ans. J'étais monté à Sacramento au moins une douzaine de fois.
Elle était toujours trop occupée ou pour descendre. Je ne suis pas sorti. Je l'ai laissée là, jusqu'à ce qu'elle abandonne et s'en aille. Cette nuit-là, elle a envoyé un dernier message. Je comprends maintenant. Vraiment. On a été horrible. Pas seulement Madison. Nous tous. Je crois qu'on s'est tous habitués à ce que tu sois celle qui donne sans rien demander, qu'on a arrêté de te voir comme une personne. Je suis désolé. Je n'ai toujours pas répondu. Et puis, quelque chose s'est produit qui m'a serré la poitrine. Ma grand-mère m'a envoyé une lettre, manuscrite. Pas de timbre. Quelqu'un l'avait clairement déposée. Juste une feuille de papier, pliée en 3. Winter, ta présence nous a manqué cette semaine. Ton absence est plus bruyante que ton silence. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais de quoi ils sont capables. Et je sais ce que tu as donné à cette famille. Je sais aussi ce que c'est que d'être la forte qui dit enfin « assez ». Je t'aime, et je comprends. Grand-mère, je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas senti triste. J'ai juste replié la lettre et je l'ai mise dans le tiroir, avec les autres choses que j'ai gardées au fil des ans, que personne ne sait que j'ai conservées. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de l'université pour femmes à laquelle j'avais fait un don. Ils m'ont invité à prendre la parole lors d'une table ronde au printemps. Ils ont dit qu'ils avaient adoré ce que j'avais écrit sur l'éducation, la croissance et la gratitude. Ils voulaient que je raconte mon histoire. J'ai accepté. Le même jour, j'ai reçu un autre Venmo de mon frère. Celui-ci était de 1 euro. La légende, s'il te plaît, ne me ferme pas la porte pour toujours. J'ai eu tort. Je ne l'ai pas refusé cette fois. Je l'ai laissé là. Un rappel numérique de ce qu'il a fallu pour qu'il me voie enfin. Cela ne faisait qu'une semaine depuis ce commentaire dans le jardin, mais tout avait changé. Il me traitait comme une option. Maintenant, ils me regardaient comme si j'étais la fondation, et ils ont enfin remarqué ce que ça faisait quand elle se fissurait. Je ne leur avais pas coupé les ponts parce que je les détestais. Je leur avais coupé les ponts parce que j'en avais assez de nourrir des gens qui mordent la main, puis qui en rient devant tout le monde. Et ils savaient maintenant que je ne reviendrais pas de la même manière. Cela s'est produit une semaine après que Michel se soit tenu dans ma rue et soit reparti les mains vides. J'ai reçu une invitation par la poste. Pas un texto, pas un email, une vraie enveloppe, du papier épais, mon nom écrit d'une écriture soignée. À l'intérieur, une carte. Nous organisons un dîner. Juste nous. Pas d'enfants, pas de bruit, juste la famille. Nous aimerions parler. Dimanche, 18h. Chez grand-mère. Pas de signature, pas de culpabilisation, juste la demande. Je l'ai posée sur mon comptoir et je l'ai laissée pendant 3 jours. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Je voulais voir s'ils allaient insister. Ils ne l'ont pas fait. Dimanche est arrivé. J'ai mis une robe noire simple, rien de tape à accent grave-l'œil, j'ai conduit jusqu'à là-bas, je me suis garé à 2 rues, et j'ai pris mon temps pour marcher. À la seconde où je suis entré dans la maison de grand-mère, j'ai su que quelque chose était différent. Le chaos habituel avait disparu. Pas de plat à gratin, pas d'enfants qui crient, pas de musique assourdissante, juste ma mère, mon frère, Michel, et grand-mère à table. Les assiettes étaient mises, de l'eau, pas du vin. Personne ne souriait. Je ne me suis pas assise tout de suite, je suis resté là, à attendre. Mon frère a été le premier à parler. Il a dit qu'il était désolé, qu'il aurait dû dire quelque chose à la fête, qu'il avait ri parce qu'il pensait que ça passerait, comme tout le reste. Qu'il était habitué à ce que je sois celle qui avale les couleuvres. Ma mère a pris la parole ensuite. Elle a admis qu'elle avait ri parce que c'était plus facile que de confronter ce que Madison avait dit. Elle a dit qu'elle pensait que je lui pardonnerais toujours, quoi qu'il arrive. Qu'elle n'avait jamais réalisé que je pourrais ne pas le faire. Michel a dit qu'elle avait réalisé trop tard que l'argent n'était pas le cadeau. C'était moi. Et puis elle l'a dit, tu n'as jamais essayé d'être spécial. Tu essayais juste d'être vu. Je me suis finalement assise. Nous avons parlé pendant 2 heures. Pas de drame, pas de larmes, juste une honnêteté brute qui avait manqué pendant des décennies. Grand-mère n'a pas dit grand-chose. Mais quand tout le monde s'est tu, elle m'a regardé et a dit, ils ont changé, mais toi aussi. Et elle avait raison. Ils ne m'ont pas demandé de réactiver les comptes. Personne n'a supplié pour une seconde chance financière.
Il savait mieux. Ce qu'il voulait, ce n'était pas de l'argent. C'était moi. Mais ils n'ont pas eu l'ancienne version, la donneuse silencieuse, le chéquier de service. Cette Winter-là avait disparu. Ils avaient passé des années à penser que j'avais tout, parce que j'avais de l'argent et de la liberté. Mais tout ce que j'avais toujours voulu, c'était être traité comme plus qu'une ressource. Ce soir-là, je suis parti les mains vides. Pas de reste, pas de culpabilité, pas de pression secrète pour arranger quoi que ce soit. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti utilisé. Je me suis senti blessé, et ils ont enfin compris ce qu'il en coûtait de perdre quelqu'un qui n'avait jamais demandé grand-chose, à part du respect. La suite des événements, je ne leur ai pas pardonné ce soir-là. Je les ai laissés parler. J'ai écouté, et je suis parti. Pas d'étreinte dramatique, pas de déclaration de nouveau départ. Juste une sortie calme et nette. C'était nouveau pour nous tous. Le lundi, les textos de groupe ont repris. Pas le bruit habituel, pas de mèmes, pas de rappel d'anniversaire, juste des messages comme « Merci d'être venu » ou « Winter ». Le dîner a beaucoup compté. On essaie de faire mieux. Je n'ai pas répondu. Ce qu'ils ne comprenaient toujours pas tout à fait, c'est que s'excuser ne remettait pas les compteurs à zéro. Ce n'était pas un jeu de société qu'ils pouvaient recommencer. Certains dommages ne s'effacent pas. Ils deviennent simplement une partie de la structure. Le vendredi, ma mère a appelé et a laissé un message vocal qui m'a surprise. J'ai parlé à Madison. Elle a honte. Elle dit qu'elle ne sait même pas pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit. Je lui ai dit qu'elle devait écrire une lettre, non pas pour arranger les choses, mais simplement parce que c'est ce que font les gens décents. Elle a fait une pause. Je sais que je ne l'ai pas élevée pour être cruelle, mais je sais aussi que je ne l'ai pas élevée pour comprendre ce qu'est la générosité. C'est de ma faute. J'ai gardé celui-là aussi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de Madison. Il était court, pas dramatique, pas théâtral. J'ai dit quelque chose d'horrible. Je ne peux pas le retirer. Tu as toujours été là pour nous, et je n'ai jamais dit merci une seule fois. Je n'attends pas que tu me pardonnes, mais j'avais besoin de le dire. Tu mérites mieux. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Les choses ne sont pas revenues à ce qu'elles étaient. Elles ont changé, tranquillement. Michel a commencé à prendre de mes nouvelles une fois par semaine, juste pour dire bonjour. Mon frère a arrêté de demander quoi que ce soit. Ma mère a mentionné qu'elle avait commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes. Elle a dit qu'elle avait réalisé qu'elle devait passer plus de temps à donner à des gens qui ne s'y attendaient pas. J'ai gardé mes distances. J'étais devenue plus froide. Pas cruelle, juste claire. Je n'ai pas réactivé les comptes. Je n'ai pas commencé à rendre visite plus souvent. Je n'ai pas offert d'argent. Ce que j'ai offert, ce sont des cadeaux, quand j'ai choisi de le faire. Et lentement, ils ont commencé à traiter cela comme quelque chose de précieux. Pas comme un dû, pas comme une obligation, mais comme quelque chose de mérité. Ils avaient appris que je ne les avais pas exclus parce que j'étais en colère. Je les avais exclus parce que j'avais finalement réalisé que la seule façon pour qu'ils me valorisent un jour, était de devoir vivre sans moi d'abord. Et maintenant, ils savaient ce que ça faisait. Parce que voilà ce dont les gens ne parlent jamais quand il s'agit de donner, une fois que vous arrêtez, ils ne perdent pas seulement l'argent. Ils perdent la version d'eux-mêmes qui n'existait que parce que vous teniez tout ensemble. Et quand cette version disparaît, ils sont forcés de rencontrer la vraie, celle qui est en dessous, celle qui a pris sans réfléchir, qui a attendu sans gratitude, qui a supposé sans effort. Je n'avais pas besoin qu'ils s'effondrent. J'avais juste besoin qu'ils le voient. Cette clarté change les gens. Elle m'a changé aussi. Les semaines ont passé. Pas des semaines dramatiques, des semaines calmes. Le genre qui vous réorganise de l'intérieur. J'ai continué à aller au travail, à faire du pilate, et à arroser mes plantes le dimanche. Ma vie n'avait pas l'air différente, mais elle se sentait différente, plus légère, comme si j'avais enfin cessé de porter un poids dont tout le monde insistait qu'il n'existait même pas. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Mon frère a envoyé un message de groupe, non pas pour demander quoi que ce soit, non pas pour me culpabiliser, non pas pour me tenir au courant du statut universitaire de Madison. Juste une photo. Une photo de lui, de Madison et de sa sœur en train de repeindre le salon de ma mère. Il a écrit « Maman voulait du changement.
On s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes cette fois. Personne n'avait jamais rien fait par soi-même avant. Pas quand il pouvait m'appeler. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, Michel m'a envoyé la photo d'une tasse à café avec les mots « Fais-le bien » discrètement imprimés dessus. Elle a écrit « J'ai pensé à toi. Pas parce que tu es discrète, mais parce que tu as toujours fait le bien avant que l'un de nous ne le remarque. » Je n'ai toujours pas répondu, mais je ne l'ai pas bloqué non plus. Lentement, la relation est passée de l'attente à l'effort. Il n'était pas parfait. Aucune famille ne l'est. Mais il bougeait différemment, parlait différemment, et demandait différemment, ou ne demandait rien du tout. Et puis est arrivé le moment que je n'attendais pas. La santé de grand-mère a commencé à décliner. Pas de façon dramatique, juste le déclin lent et doux qui vient avec 90 ans. Un après-midi, ma mère a envoyé un texto, « Grand-mère a demandé de tes nouvelles. Pas pour de l'argent, juste toi. » Alors, j'y suis allé. Le vol pour Sacramento a été calme. Je n'ai dit à personne que je venais. J'ai pris un Uber jusqu'à la maison de grand-mère, la même avec le porche qui grince et le rosier envahissant qu'elle refusait de tailler. Quand elle a ouvert la porte, elle avait l'air plus petite, mais ses yeux étaient aussi vifs que jamais. « Winter » a-t-elle dit, comme si elle m'attendait depuis le début. Je n'ai pas pleuré. Elle non plus. Elle m'a juste serré dans ses bras et m'a tenu une seconde de plus que d'habitude. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, buvant du thé léger et mangeant des biscuits aux amandes qu'elle n'aurait pas dû manger. Nous avons parlé de tout, sauf de la famille. Elle m'a demandé des nouvelles de mon travail, de mes plantes de balcon, de mes restaurants préférés. Elle m'a demandé si j'allais toujours me promener près de la marina le matin. Elle m'a posé des questions sur moi, pas sur ce que je pouvais faire, pas sur ce que je pouvais donner. Quand je suis parti ce soir-là, elle m'a serré la main et a dit « Ne les laisse pas réécrire ce qui s'est passé. Tu t'es défendu. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. » J'ai gardé cette phrase avec moi tout le chemin du retour. Le mois suivant, l'université pour femmes à laquelle j'avais fait un don a organisé sa table ronde de printemps. J'ai pris la parole sur scène, devant 300 personnes, racontant mon histoire. Pas le drame familial, mais la vérité qui se cachait derrière, sur les limites, sur la connaissance de sa propre valeur, sur le fait de donner sans s'effacer. Après, une jeune fille s'est approchée de moi, peut-être 19 ans, peut-être moins. Elle a dit, « Je pensais que la générosité signifiait donner jusqu'à ce que ça fasse mal, mais vous m'avez fait réaliser que ça doit être ressenti comme une force, pas comme un sacrifice. » J'ai gardé ce moment comme une photographie. Quand je suis rentré à la maison, mon frère avait envoyé un autre Venmo. 1 euro encore. Légende, pour rien. Juste un rappel que je suis toujours là. J'ai laissé celui-là aussi. Les mois ont passé. Et puis un jour, un mardi au hasard, je me suis réveillé, je me suis assise sur mon balcon avec mon café, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis reconnecté au compte d'épargne-études. Ils étaient tous encore vides. Bien sûr qu'ils l'étaient. Mais pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère, ni culpabilité, ni obligation. J'ai ressenti le choix. Un choix pur, net, silencieux. J'ai fermé l'ordinateur portable. Cet après-midi-là, ma mère a appelé. Pour une fois, l'appel n'était pas frénétique. Elle voulait juste me raconter sa journée. Comment elle avait commencé un cours d'informatique au centre communautaire, comment elle s'était fait une amie nommée Nell, comment elle pensait à adopter un chien âgé. Elle n'a pas mentionné l'argent une seule fois. Quand l'appel s'est terminé, elle a dit « Je t'aime, Winter ». Je lui ai répondu. Quelques jours plus tard, Madison a envoyé un autre email, ne demandant rien, juste me donnant des nouvelles de sa vie. Elle a dit qu'elle travaillait à temps partiel, qu'elle postulait à des bourses, et qu'elle essayait de se débrouiller seule. Elle a dit qu'elle espérait que j'allais bien, et qu'elle comprenait pourquoi les choses avaient changé. Elle a terminé par « Je n'attends rien de toi. Je veux juste être meilleur que ce que j'étais. » Je l'ai cru, peut-être pour la première fois. Mais je n'ai toujours pas réactivé les comptes. Ce n'était plus le but. Le but, c'est qu'il me voyait enfin. Pas les revenus, pas le filet de sécurité, pas l'architecture invisible qui tenait tout en place. Juste moi. Et c'était suffisant. Un soir, des mois après que tout se soit passé, j'ai de nouveau rendu visite à grand-mère. Elle était assise sur son porche, enveloppée dans une couverture, regardant le coucher du soleil.
Je me suis assise à côté d'elle. Après quelques minutes, elle a dit, « Tu sais, ils ne comprendront peut-être jamais pleinement ce que tu as fait pour eux. » J'ai hoché la tête, mais elle a continué, « Ils comprennent enfin ce que tu as fait pour toi-même. » C'était ça, la différence. Et c'était tout. Plus tard dans la nuit, en retournant à mon hôtel, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas perdu ma famille. J'avais juste arrêté de financer la version d'eux-mêmes qui ne m'a jamais vu comme une personne. La vraie version, celle qui était prête à faire le travail, émergeait enfin. Et cette fois, je n'avais pas à payer pour ça.